Je suis d'autant plus content de prendre la parole ici que j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat ici à l'Université Laval et j'ai suivi le séminaire de la CFAN à 2 reprises. Et les 2 expériences m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Je trouvais que l'idée d'organiser des séminaires à caractère interdisciplinaire, c'est une idée fort intéressante qui nous permet finalement d'élargir un peu nos horizons. Donc, bravo à la CFAN pour cette initiative. Est-ce que vous faites encore un colloque étudiant à la fin? Oui, donc ça risque d'être un beau moment aussi. Là. Je vous souhaite bonne chance pour ça. Voilà, alors quand Christine m'a parlé du séminaire qu'elle organisait et qu'elle m'a envoyé le descriptif, si on veut, du séminaire, il y a une phrase qui a beaucoup attiré mon attention. Et c'est la phrase suivante, en fait, qui précise un peu l'objectif du séminaire cette année, étudier la relation entre le sens langagier et le sens social, et ce, tant du point de vue de sa production que de celui de sa réception. Alors, il se trouve que depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus à une branche de la sociolinguistique qu'on appelle la sociolinguistique perceptuelle, et c'est vraiment l'objectif même de cette branche-là, de regarder de plus près comment s'articule pas seulement le lien entre le social et la production linguistique, mais surtout aussi le lien entre le social et la perception. Hein, parce que qui dit interprétation, identité sociale parle nécessairement ou dit nécessairement perception. Alors, pour nous mettre un petit peu dans le bain, pour vous donner un exemple qui montre bien comment certains traits de prononciation peuvent être associés à des valeurs sociales ou à des appartenances sociales particulières, je vous ramène un peu en arrière dans le temps, 2013. Vous vous rappellerez peut-être qu'à ce moment-là, Radio-Canada a décidé de changer de nom. Radio-Canada est devenu ici Radio-Canada. Et j'étais tombé à l'époque un peu par hasard sur deux tweets qui jouaient sur la prononciation du mot ici, qu'on peut prononcer bien sûr au Québec, ici. Alors le premier tweet dit « Radio-Canada devient ici, en région ce sera ici ». Et le deuxième tweet dit « Ici ouvrira une chaîne locale pour Hochelaga qui s'appellera ici ». Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a une prononciation qui est mise de l'avant, qui est clairement associée ici à, disons, des espaces géographiques. On parle de la région, on parle d'Hochelaga, un quartier à Montréal. Mais on voit très bien aussi que ces 2 espaces-là sont investis de valeurs sociales. Il n'y a pas simplement de lien avec l'espace géographique, il y a également des valeurs sociales dont ces espaces-là sont investis. Et on parle à ce moment-là, dans la terminologie des sociolinguistes, de la valeur indexicale dans ce cas-ci, d'une prononciation particulière. Donc, l'idée, en fait, c'est de voir qu'une prononciation peut avoir potentiellement, ou peut devenir potentiellement, un marqueur d'appartenance sociale. Et c'est vraiment cette question-là que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi le regard sur l'accent? Parce que très souvent, du point de vue de la sociolinguistique, on considère que l'accent, c'est probablement une des dimensions de la langue qui est la plus à même, en quelque sorte, de jouer ce rôle de marqueur d'identité et de marqueur d'appartenance. Alors, voici les différents points que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par définir ce que j'entends ici par accent dans le cadre de la conférence. Je dirai par la suite quelques mots sur cette branche de la sociolinguistique que j'ai nommée la sociolinguistique perceptuelle, qu'on nomme aussi parfois la dialectologie perceptuelle. Je vous donnerai un certain nombre de repères théoriques et méthodologiques. Et ensuite, je vais vous présenter les résultats de 2 études menées dans le cadre de la sociolinguistique perceptuelle. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de ce genre d'études-là du point de vue du lien entre la langue et le sens social. Donc, je commence premièrement par la notion d'accent, qui est une notion en quelque sorte problématique lorsqu'on essaie de la délimiter, d'autant plus que ce que signifie un accent pour le locuteur non initié, ce que signifie l'accent pour le linguiste, ce n'est pas nécessairement exactement la même chose. Hein. Donc, disons qu'aujourd'hui, je donne ici la définition suivante qui est généralement celle qu'on retient en sociolinguistique. Donc, l'accent, c'est un ensemble de traits sonores, soit phonétiques, soit phonologiques, donc vraiment la réalisation d'un certain nombre de phonèmes, donc le timbre d'une voyelle, par exemple, ou encore des traits prosodiques, donc le débit, le rythme, la courbe intonative, etc.
Et ces traits sont jugés caractéristiques d'un groupe de locuteurs qu'on peut définir de plusieurs façons différentes. Il peut s'agir d'un groupe social, il peut s'agir d'un groupe géographique, etc. Et donc, souvent, cette conception n'est pas tout à fait exactement la même chez les locuteurs eux-mêmes. Quand on interroge les gens sur la notion d'accent, ils vont, par exemple, très souvent parler de mots ou d'expressions, donc des éléments qui relèvent plutôt du lexique d'une langue. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'en tenir à la dimension, disons, sonore, donc tout ce qui relève de la prononciation. Ce qui est intéressant pour le sociolinguiste, c'est que la notion d'accent, elle fait d'office intervenir la notion d'altérité. Parce que quand on parle de cette notion-là, généralement, on ne considère pas que nous-mêmes, on a un accent. Ce sont les autres qui ont un accent. Donc, ce concept d'altérité, il est étroitement associé à la notion même d'accent. Et qui dit altérité sous-entend bien sûr qu'à ce moment-là, on évalue en quelque sorte l'accent de l'autre par rapport à un point de référence. J'ai mis neutre entre guillemets parce qu'on ne peut jamais être totalement neutre quand il s'agit de la langue. C'est le sociolinguiste qui parle, bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, le point de référence qu'on adopte, il peut bouger aussi d'une personne à l'autre, bien sûr. Alors, Cécile Petitjean va un peu dans le même sens lorsqu'il dit ici « l'accent n'est pas une donnée absolue, il n'existe que par confrontation avec des pratiques linguistiques autres. » Et donc, c'est dans la confrontation, finalement, que la notion trouve son plein sens. Cela veut dire aussi que, parfois de façon implicite, la notion même d'accent, elle repose aussi sur une forme de hiérarchisation. Et à cause de cette hiérarchisation des accents, ça ouvre la porte, potentiellement, à des formes de stigmatisation de certains accents, voire de certaines formes de discrimination. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les accents sont soumis à des jugements qui se situent, donc, si on veut, sur un continuum de valeurs, un continuum axiologique. Et si vous avez eu l'occasion de lire déjà des études en psychologie sociale, vous savez peut-être que les psychologues qui ont travaillé là-dessus distinguent généralement trois facteurs, trois éléments, en fait, qui orientent l'évaluation qu'on porte sur un accent donné. Alors, les trois facteurs en question, le prestige, l'attractivité sociale et le dynamisme. Donc, le premier facteur, le prestige, explique pourquoi on juge certains accents ou des gens qui ont certains accents plus intelligents que d'autres, par exemple. Le facteur de l'attractivité sociale, explique pourquoi on peut trouver quelqu'un sympathique à cause de son accent, pourquoi on peut trouver un accent plus joli qu'un autre accent. Et l'aspect du dynamisme, on retrouve ça, par exemple, dans des commentaires du type ça, c'est un accent un peu conservateur par rapport à un autre qui est jugé moderne. Ce qui est intéressant de voir pour le sociolinguiste, c'est que le même accent, en fait, peut très souvent donner lieu à des jugements qui peuvent être contradictoires. Je reprends ici un exemple, un sociolinguiste marseillais, Gasquet Cyrus, qui s'est beaucoup intéressé à l'accent du sud de la France et notamment celui de Marseille. Et il note que l'accent chantant, mignon, ensoleillé, qui sont des caractéristiques qu'on associe souvent à l'accent sur lequel il travaille, font certainement appel à des considérations plutôt positives, si on veut. Ça veut dire que l'accent est jugé agréable, musical, etc. Mais en même temps, il y a aussi un jugement de valeur plutôt négatif qui est associé à ça. L'accent est peut-être jugé agréable, mais il ne fait pas nécessairement très sérieux et il peut être considéré comme s'il ne paraisse. Ça fait beaucoup penser à une opposition que William Labov, disons le père fondateur de la sociolinguistique dans les années 60, lui parlait déjà de la distinction entre le prestige latent et le prestige apparent d'une façon de parler. Donc le prestige latent, en fait, ce sont les jugements qu'on peut associer, positifs, qu'on peut associer à des formes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on considère comme étant le standard, la langue standard. Donc, ces deux types de jugements existent et sont très étroitement liés à des idéologies linguistiques. Ça, c'est un concept couramment utilisé en anthropologie linguistique pour parler des grands mythes
entourant la langue. Et l'idéologie du standard, c'est certainement une des idéologies les plus courantes de ce point de vue-là. C'est l'idée, en fait, que la langue, qu'il n'y a qu'une façon d'utiliser la langue, un point, c'est tout. Alors, à cause de ces jugements de valeur, on peut, comme je le mentionnais tout à l'heure, tomber sur des exemples de stigmatisation, voire de discrimination en lien avec la langue. Je mentionne un certain nombre d'exemples, je n'aurai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais je veux quand même vous sensibiliser un peu à cette question-là parce qu'on a parfois des exemples, des formes de stigmatisation par rapport à l'accent qu'on tolère d'une certaine façon. Et c'est très étonnant de voir que ces formes de stigmatisation sont tolérées alors qu'on est très, avec raison d'ailleurs, qu'on est très peu tolérant en principe envers des formes de stigmatisation dans notre société. Mais par rapport à la langue, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a encore des formes de stigmatisation qui passent. Je pense par exemple au recours de sous-titrage qui se fait en principe au nom de l'intercompréhension, mais vous conviendrez avec moi que le choix de sous-titrer ou non, généralement, est unidimensionnel. Ce sont toujours les mêmes accents qui sont sous-titrés et en fin de compte, on réalise que les choix qui sont faits reposent bien souvent sur des questions symboliques et pas seulement sur des questions de compréhension ou d'intercompréhension. Je pense à une certaine tolérance qu'on peut observer parfois lorsque, dans les médias, les gens critiquent la langue, les façons de parler ou les accents de certains de nos hommes politiques ou de nos femmes politiques. Et parfois, ce sont des mots assez durs qu'on peut entendre de ce point de vue-là. L'existence de ce qu'on appelle les cours de réduction d'accent, très populaire aux États-Unis, mais ça existe aussi au Québec. Ça montre bien qu'il y a des gens qui se sentent obligés, pour des raisons qui leur sont propres, se sentent obligés finalement de se défaire de leur accent d'une façon ou d'une autre. Les imitations humoristiques de certains accents, et bien sûr, ça peut aller jusqu'à des formes de discrimination directe. Il y a régulièrement des études qui sortent et qui portent là-dessus, des gens qui se font refuser, par exemple, un rendez-vous pour la visite d'un appartement à cause de leur accent, tout simplement. Donc, cette question de l'accent, elle est vraiment étroitement associée à notre société plus largement. Voilà. Donc, quelques mots maintenant sur la sociolinguistique perceptuelle. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une branche de la sociolinguistique qui s'intéresse plus particulièrement à la question de la perception. Et donc, là où la plupart des sociolinguistes se posent la question qui utilise telle ou telle prononciation, quel groupe utilise plutôt telle ou telle prononciation, en sociolinguistique perceptuelle, ce n'est pas du tout cette question-là qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir comment un locuteur est-il socialement situé à cause de la façon dont il parle. Donc, on déplace plutôt l'accent de l'analyse de la production vers l'analyse de la perception. Et l'idée derrière ça, c'est que si on veut comprendre les mécanismes derrière la variation linguistique, on ne peut pas se contenter de seulement étudier les comportements des locuteurs. Il faut essayer de comprendre aussi comment les gens réagissent aux différents phénomènes de variation linguistique, comment ils les évaluent, comment ils les reçoivent finalement. Donc, c'est le but de la sociolinguistique perceptuelle d'ajouter, si on veut, cette perspective complémentaire à l'analyse de la production. En fait, pour être un peu plus précis, on peut dire que la sociolinguistique perceptuelle, ça s'inscrit dans un courant qui a vu le jour aux États-Unis et qui est connu sous l'appellation folk linguistics en anglais. En français, il y a eu toutes sortes de tentatives de traduire cette appellation. Je retiens ici celle de linguistique profane, mais vous allez parfois tomber sur d'autres traductions, notamment linguistique populaire. Linguistique profane, en fait, c'est la traduction aussi de ce qu'on appelle en allemand la Laienlinguistik. Donc, l'idée, c'est vraiment d'opposer ce que dit le spécialiste de la langue et ce que dit le locuteur lui-même, qui n'est pas un linguiste, qui n'est pas un spécialiste.
C'est un courant qui se développe depuis les années 80. Et il y a deux personnes, deux chercheurs qui sont étroitement associés à l'avènement de cette discipline-là, Dennis Preston et Nancy Niedzilski, donc deux linguistes américains. Donc l'objectif dans cette approche, étudier comment les non-linguistes perçoivent les phénomènes de variation linguistique. Et là, la variation peut s'agir de variation géographique ou de variation sociale. Et étudier comment ils établissent des frontières, qui sont forcément subjectives, entre leurs pratiques et celles des autres. Et là où l'approche perceptuelle me semble particulièrement intéressante, c'est qu'elle permet aussi aux linguistes de se donner des repères lorsque vient le temps d'utiliser l'étiquette variété de langue. Souvent, quand on s'intéresse à la variation linguistique, on va utiliser le concept de variété de langue pour désigner un sous-ensemble de pratiques à l'intérieur d'une langue donnée. Et c'est une construction du linguiste qui peut être d'autant plus pertinente lorsqu'elle correspond aussi à quelque chose qui fait du sens aux yeux ou aux oreilles du locuteur lui-même. Et donc, la sociolinguistique perceptuelle cherche à comprendre de quelle façon, en fait, les locuteurs établissent des frontières et perçoivent à leur propre façon des variétés linguistiques. Donc, finalement, on se rend compte que cette notion de variété de langue, ce n'est pas seulement un objet empirique, quelque chose qu'on observe, mais c'est aussi une construction qui peut être idéologique, qui peut être aussi orientée par nos représentations. Je cite ici Annika Falker qui le dit dans ses propres mots, « La variation régionale n'a de réalité sociale que si elle est identifiée comme telle par les locuteurs. » Bon, naïf, moi j'utiliserais peut-être profane dans cette situation-là, ou dans cette citation-là. Oui, je disais ici que l'objectif de la sociolinguistique perceptuelle, c'est de comprendre comment les locuteurs perçoivent les phénomènes de variation linguistique. J'ajouterai une précision ici parce que le concept de perception peut quand même être problématique. Bon, enfin, problématique, il peut recouvrir des choses assez différentes, en fait. Et quand on parle de test de perception ou approche perceptuelle, on ne parle pas toujours exactement de la même chose. Alors, dans certains cas, je vais vous montrer un exemple de ça tout à l'heure. Dans certains cas, la perception, telle qu'on va l'étudier, est vraiment envisagée comme étant une réaction à des stimuli auditifs réels. Donc, c'est le cas quand, dans une situation expérimentale, on soumet des extraits audio à des participants. Dans d'autres cas, perception est parfois pris comme synonyme de ce qu'on appelle aussi des représentations. Donc, représentations, c'est-à-dire des images mentales qu'on fait de la réalité, qui ne sont pas des constructions qui reposent sur le savoir, mais qu'on a tous intégrées par rapport à la langue notamment. Donc ça, c'est une première distinction à garder à l'esprit. Et deuxièmement, on peut aussi faire la distinction entre la perception comme étant la capacité d'identifier un locuteur sur la base de sa prononciation et la perception comme un jugement de valeur ou une forme d'évaluation qu'on associe à un accent particulier. Donc souvent, quand on parle de perception, on parle d'un de ces quatre éléments qui sont bien sûr théoriquement assez distincts, même s'il y a des liens entre eux. Alors, pour vous donner une idée de ce que font les sociolinguistes perceptuels dans leurs approches, j'ai mis ici une petite liste de différentes méthodes qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, ça va de la cartographie perceptuelle, qui est une méthode qu'on a repris en fait à la géographie, qui s'intéresse aussi à l'imaginaire de type spatial des non-géographes finalement, donc des profanes encore une fois. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste finalement à donner des cartes vierges à des participants et à leur demander d'identifier sur la carte des régions où, selon les utilisateurs, selon les participants, les gens parlent avec un accent. Dans d'autres études, on demande, à partir d'une liste de régions, de situer les régions en fonction de leur accent perçu ou non. D'autres méthodes reposent vraiment sur des jugements évaluatifs. Donc, on donne, encore une fois, une liste d'accents ou de régions et on demande aux gens de dire si les gens de ces régions-là parlent avec un accent jugé agréable ou non, jugé correct ou non.
etc. Le test de perception, donc, qui consiste vraiment à vérifier si on est capable de repérer l'origine de quelqu'un sur la base de sa prononciation. Et dans certains cas, on peut y ajouter aussi des données qualitatives recueillies dans des entrevues semi-dirigées. Alors, dans les études dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont surtout ces deux aspects-là que je vais regarder avec vous. Oui, très rapidement, avant de passer à la prochaine partie, je vous donne un exemple du genre de carte qu'on peut obtenir quand on met en application la méthode de la cartographie perceptuelle. Hein. Donc ici, c'est une participante originaire de Sherbrooke à qui on a donné une carte et qui a identifié un certain nombre de régions au Québec où, selon elle, les gens parlent avec un accent particulier. Et vous voyez qu'elle voit Sherbrooke quand même comme étant assez large. Bon. Voilà. Alors, on arrive aux accents, les accents du Québec. Ça fait une vingtaine de minutes que je parle, là, je pense. C'est ça? Oui. Bon, comme n'importe quelle variété de langue, le français québécois ou la variété québécoise est soumis à différentes formes de variations, hein, bien sûr. Les trois types de variations qu'on identifie le plus souvent, vous les avez à l'écran ici, la variation générationnelle à travers le temps, la variation socio-stylistique en société et la variation géographique dans l'espace. Alors, pour ce qui est de la variation générationnelle et de la variation socio-stylistique, alors là, on a de multiples études dans le domaine de la sociolinguistique et notamment dans le domaine de la sociolinguistique variationniste qui documentent très bien un certain nombre de traits de prononciation. J'ai mis un certain nombre d'exemples ici, mais la liste est loin d'être exhaustive, là. On pourrait multiplier par des dizaines d'autres exemples. Donc, des exemples parmi d'autres, un certain nombre de travaux portent sur le recul de la variante apicale re, hein, le re, en français montréalais, donc rouge par rapport à rouge. D'autres études portent, par exemple, sur la diphtongaison de voyelles longues, pat, paut, par exemple. Et il y a aussi toujours dans les approches variationnistes toute une série de travaux qui se sont intéressés au modèle de prononciation utilisé soit dans les médias, Christine a beaucoup travaillé là-dessus notamment, ou encore dans l'enseignement. Hein? Donc il y a quand même un corps d'études assez riche concernant les phénomènes de variation générationnelle et socio-stylistique. Quand on regarde les études qui concernent la variation géographique du français québécois, il y a premièrement eu une série d'initiatives dans le domaine de la dialectologie, notamment dans les années 70 et dans les années 80, des études qui s'intéressent essentiellement à la dimension lexicale. Donc, les différentes appellations, finalement, qu'on peut trouver à travers le Québec pour désigner telle ou telle chose. Du point de vue, pour ce qui est de la prononciation, donc en phonétique ou en phonologie, on dispose d'un certain nombre d'études qui portent sur les variantes régionales, mais ces études-là, disons que le facteur géographique ou la variation géographique n'a pas retenu autant l'attention que le facteur socio-stylistique et le facteur générationnel. Donc, j'ai mis quand même un certain nombre d'exemples ici. L'articulation du R que je viens de mentionner aussi, qu'on peut regarder plus largement à travers le Québec. L'ouverture du « est » en finale de mots, par exemple dans le mot « lait » prononcé « la hein, », donc avec l'ouverture qu'on trouve notamment au Saguenay. Vincent Arnaud a aussi travaillé sur la diffusion de l'affrication de tze au Saguenay, encore une fois, dans les années 70. Un autre phénomène, la variante postérieure « en » par rapport à la variante antérieure « en », hein, souvent, qui est en recul, donc la variante antérieure qui est en recul dans les régions montréalaises, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de travaux qui portent là-dessus. Alors, sur la base des travaux dialectologiques que je viens de mentionner, les dialectologues identifient généralement au Québec deux grandes régions linguistiques, la région de l'Ouest, donc autour de Montréal, et la région de l'Est, autour de Québec, avec au centre
une frontière à peu près à la hauteur de Trois-Rivières, mais en réalité, le centre, c'est vraiment une zone de transition, si on veut. Donc, encore une fois, cette carte-là a été faite sur la base de données recueillies dans les années 70, publiées dans les années 80. On a très peu de travaux, finalement, qui documentent les différences régionales sur la base d'un nombre de traits assez élevé pour la prononciation. Il y a, je dirais, depuis un certain nombre d'années, un véritable regain d'intérêt pour étudier la variation régionale de la prononciation au Québec. Je pense notamment à un projet comme celui de PFC Québec, PFC pour phonologie du français contemporain, qui est un projet où le volet québécois est dirigé par Marie-Hélène Côté. Ce qui m'intéresse, en fait, moi, c'est pas... Bon, c'est sûr que le volet production m'intéresse aussi, mais ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas tant la production, mais c'est plutôt de voir s'il y a des différences régionales dans la prononciation au Québec. Est-ce que, du point de vue de la perception, ça se traduit par des frontières qui sont établies par les locuteurs, par une capacité d'identifier les gens selon leur région, etc., etc. Et je cite ici un article de Jean Delbecq et Conrad Ouellon qui ont publié à la fin des années 90 un article qui avait pour titre « Peut-on distinguer des variétés phonétiques en français québécois ?» Et ils soulevaient déjà à l'époque la possibilité de répondre à cette question-là sur la base de données perceptuelles. Bon, les auteurs ne parlent pas de perception nécessairement, mais ils parlent de l'image que se font les locuteurs et qui leur sert de gabarit pour identifier la provenance d'un locuteur. Donc, quand ils parlent d'image, ici, en fait, j'appelle ça perception depuis tantôt, mais on a en tête la même chose. Et selon eux, ou une hypothèse qu'ils font, c'est que la distinction entre l'Est et l'Ouest québécois, elle serait aussi perceptible du point de vue de la prononciation. Alors, on va voir si effectivement c'est le cas. Et donc, j'en arrive au résultat de 2 études de cas. Très rapidement, l'objectif de ces 2 études, ou les objectifs, étaient de voir si les Québécois identifient certains accents régionaux. Et le deuxième objectif est de dégager les représentations qui sous-tendent la perception des différences régionales. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement cette étude menée à Sherbrooke auprès d'une quarantaine de participants. Et à l'occasion, je vais faire des liens aussi avec une deuxième étude qui a été menée auprès d'une 50aine de personnes en Beauce, notamment à Saint-Georges. Pour avoir, en fait, l'idée, la première étude, quand on a fait la première étude, l'idée, c'était de la multiplier dans d'autres régions pour voir si les mêmes constats valent ailleurs au Québec. Et il y a dans ces 2 études, disons que la méthodologie des 2 est pratiquement identique à quelques exceptions près. Donc, les 2 avaient 2 volets. Il y avait un volet représentation et un volet perception au sens d'identification. Et je commence par le volet perception. Donc, il y avait premièrement dans l'étude une question qui est la suivante. En fait, on donnait une liste de 8 régions aux participants. La Beauce, la région de Québec, la Gaspésie, l'Estrie, la région de Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et l'Outaouais. Et on demandait aux gens de répondre à la question, selon vous, les personnes habitant ces régions parlent-elles avec un accent marqué? Juste par curiosité, est-ce que les gens ici, vous venez plutôt de la région de Québec? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'ouest de Montréal, par exemple? Oui? Centre du Québec? Donc, quand même, pour la plupart, vous venez de la région ici. Donc, les réponses à la question, d'abord pour l'étude menée à Sherbrooke. Selon vous, les personnes habitant ces régions parlent-elles avec un accent marqué? Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 3 régions pour lesquelles qu'on identifie, en fait, avec un accent marqué. Ça, ce n'est pas vraiment une surprise, hein? Le Saguenay, la Gaspésie et la Beauce. Par contre, en même temps, le résultat ici illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'autre qui a un accent, hein, sachant que les gens de Sherbrooke considèrent le français parlé en Estrie comme étant le français le moins marqué à travers le Québec. Quand on regarde les résultats obtenus à Saint-Georges, donc
en Beauce. Il y a certaines régions qui reviennent très haut dans la liste, Saguenay, Gaspésie et la Beauce. Ce qui n'est pas étonnant, sauf qu'en même temps, ça va tout à fait à l'encontre de ce que je viens de dire pour l'Estrie. Donc, ça veut dire que les participants ici ont bien intégré le stéréotype qui accourt concernant leur variété de langue. Et un autre constat intéressant, c'est de voir que Montréal est considéré comme étant relativement marqué pour les participants en Beauce. Et on peut mettre ça en parallèle aussi avec une autre étude menée par Suzanne Evans au début des années 2000. Cette étude-là a été réalisée à Montréal auprès de jeunes en bas de 20 ans dans un cégep. Et sur les 107 participants à cette étude, les 4 régions en fait les plus souvent mentionnées, c'était la Gaspésie et le Saguenay, dans des proportions quand même assez élevées. Et en bas de la liste, on avait aussi Montréal et Québec. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé cette question-là dans l'étude, c'est que ça donne aussi des indices sur les attentes qu'ont les gens envers ce qu'ils vont entendre dans le deuxième volet de l'étude. Très rapidement, on posait aussi dans cette étude-là la question suivante, si possible, indiquer ce qui caractérise, selon vous, ces accents. Ça peut être intéressant de voir comment les gens, quels sont les indices que les gens perçoivent finalement pour les différentes régions. Donc, tout d'abord, il y a un certain nombre de régions pour lesquelles les gens sont un peu plus bavards, c'est-à-dire qu'ils trouvent plus facilement des exemples de traits typiques. Donc, c'est le cas du Saguenay, de la Gaspésie, de la Beauce. Et pour les gens de la Beauce, il y avait beaucoup de commentaires pour Montréal, mais ce n'était pas le cas dans l'étude menée à Sherbrooke. Et bon, ce qu'on trouve, premièrement, ce sont les shibboleths bien connus, là, donc les mots qui ont une prononciation très clairement associée à une région. Pensez à les baleines, photo, qui sont les exemples classiques toujours mentionnés. Pour la Beauce, on mentionne aussi l'aspiration de ham, par exemple, ou la palatalisation de que, comme dans le tuyère. Et pour Montréal, on mentionne aussi la prononciation lavage, donc avec la diphtongue et la postériorisation. Pour le Saguenay, on a le marqueur là qui revient très souvent dans les commentaires. Autre constat, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de traits qui sont associés à plusieurs régions. Donc, le R roulé, par exemple, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement conforme à ce qu'on peut observer, mais c'est comme ça que les gens répondent. Le R roulé est associé à la Gaspésie, à l'Outaouais et à Montréal. L'influence de l'anglais est associée à l'Outaouais, Montréal et Sherbrooke. Donc, vous voyez bien qu'on sort des considérations strictement phonétiques, phonologiques. Et il y a aussi des commentaires d'ordre normatif qui sont intéressants pour une question que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a quelques réponses ou quelques personnes qui considèrent le français de Montréal comme du français dit international. Et des participants de la Beauce parlent souvent, dans leurs commentaires, mentionnent souvent que le français parlé à Québec, c'est du français neutre, c'est du français normal. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur ces constats-là. Le deuxième volet consistait donc en un test de reconnaissance dialectale, donc un test d'identification. Et il y avait en tout 24 extraits qu'on présentait aux participants, 24 extraits pour 6 régions, donc le Saguenay, la Gaspésie, Québec, la Mauricie, Montréal et l'Outaouais. Et pour chacune des régions, il y avait 4 locutrices, donc c'était toujours des femmes. 2 locutrices relativement jeunes, donc 30 ans et moins, et 2 locutrices plus âgées, c'est-à-dire 65 ans et plus. Il y avait pour chacune des locutrices 20 secondes. Oui. Et donc des extraits dans lesquels on a essayé, dans la mesure du possible, d'enlever, bien sûr, tous les indices lexicaux qui pouvaient orienter les résultats. Ces extraits-là étaient soumis dans un ordre aléatoire aux participants qui devaient répondre à 3 questions. Selon vous, d'où vient cette femme? Selon vous, cette femme a-t-elle un accent marqué? Et dans quelle mesure estimez-vous correcte la façon de parler de cette femme? Alors, pour cette première question-là, selon vous, d'où vient cette femme? On donnait
aux participants l'occasion de choisir plus qu'une réponse. Parce qu'on sait très bien que souvent, on hésite et on a pondéré les résultats en fonction du nombre de réponses qui étaient choisies. Donc, on donnait 1 point pour une réponse simple, un demi-point pour chacune des réponses lorsqu'il y en avait 2 et 0,3 dans le cas où il y avait 3 réponses. Quand il y avait 4 réponses et plus, on n'en tenait pas compte, mais ça arrive quand même relativement rarement. Pour, disons, faciliter un peu les choses, je vais m'en tenir aujourd'hui à vous présenter 5 résultats qui me semblent assez intéressants par rapport à cette étude. Le premier constat, quand on prend l'ensemble des réponses, donc que ce soit les bonnes ou les mauvaises réponses, on note qu'il y a des régions qui sont plus prégnantes, plus dominantes en quelque sorte dans les représentations des participants. Donc ici, quand vous regardez le nombre de réponses obtenues dans l'étude réalisée à Sherbrooke, on voit que les gens choisissent beaucoup plus comme choix de réponse l'Estrie et Montréal. Ça rappelle des tendances qu'on note dans toutes les études en sociolinguistique perceptuelle, c'est-à-dire, premièrement, une tendance annexionniste. Ça veut dire en fait que quand on perçoit très peu de différence dans l'accent de notre interlocuteur, on a tendance à l'inclure dans notre propre groupe, on a tendance à penser qu'il fait partie de notre propre groupe. Donc, ça explique pourquoi l'Estrie obtient beaucoup de réponses. Je rappelle qu'il n'y avait aucun enregistrement de l'Estrie dans cette étude-là. Et dans le cas de Montréal, on peut y voir ce qu'on appelle dans les études perceptuelles l'attraction du prototype. C'est-à-dire que quand on met des gens dans une situation d'étude expérimentale de ce genre, ils ont des attentes aussi et on voit que très souvent, les gens choisissent les locuteurs les plus nombreux, donc ce qui est le cas de Montréal, ou encore les locuteurs qui incarnent la norme. Et on va voir que c'est aussi un peu ce qui arrive dans les résultats pour Sherbrooke. En revanche, la Gaspésie et l'Outaouais reçoivent très peu de réponses. Dans le cas de la Gaspésie, ça peut étonner. On va voir tout à l'heure que c'est parce que les attentes envers cet accent-là ne sont pas nécessairement comblées. Donc, le nombre de réponses est un peu plus basse. Quand on regarde maintenant les résultats à Saint-Georges, en fait, on peut faire le même constat. Québec et Beauce sont assez élevés. Donc, on retrouve un peu les mêmes tendances annexionnistes et l'attraction du prototype. Et en même temps, la Gaspésie obtient un score relativement bas. Voilà. Donc, ça montre que les différentes régions ne sont pas choisies au hasard. Il y a quand même un certain nombre de tendances qui les orientent. Quand on regarde l'ensemble des réponses correctes, là, on voit qu'il y a des régions qui sont mieux ou plus facilement identifiées que d'autres. Il y en a 3 plus particulièrement, la Gaspésie, Montréal et le Saguenay. Donc finalement, ce que je disais tout à l'heure sur Montréal, qu'il peut y avoir l'influence de l'attraction du prototype, c'est vrai en partie seulement parce que la réponse Montréal est souvent choisie correctement, si on veut. Et d'ailleurs, quand on regarde les différents choix de réponse pour l'ensemble de l'étude, et qu'on compare le nombre de fois où les régions sont choisies correctement par rapport au nombre de fois où les régions sont choisies à tort, alors quand on fait ce calcul-là, le nombre de bonnes identifications est encore beaucoup plus élevé. Donc, autrement dit, quelqu'un qui dit « cette locutrice, selon moi, vient de la Gaspésie », a raison presque une fois sur 2. Et pour les locutrices de Montréal, la réponse est la bonne dans quasiment un cas sur 3. Quand on compare avec d'autres études menées ailleurs dans la francophonie, on voit que le chiffre est quand même relativement peu élevé. Ça s'explique pour toutes sortes de raisons. Je pourrais y revenir pendant la pause, pas pendant la pause, pendant la période de questions si vous voulez. Je vous donne les résultats aussi pour Saint-Georges, donc le nombre de bonnes identifications. Et là, on voit que Montréal arrive encore très haut, la Beauce également, et Québec arrive relativement haut aussi. Oui, j'avais des petites animations. En fait, le score obtenu pour Québec est plus élevé dans l'étude en Beauce que dans l'étude en Estrie. Par contre, le choix Saguenay et Gaspésie est relativement bas, et c'est essentiellement parce que
le nombre de réponses pour la Beauce est plus élevé. Voilà. Troisième constat, il y a des grandes disparités entre les locutrices. Donc, je vous rappelle qu'il y avait 4 locutrices par région. Il y a des locutrices qui sont très bien identifiées. Il y a d'autres locutrices qui sont moins bien identifiées. Et dans certains... En fait, ça soulève toute la question de la représentativité, en fait, des gens qui ont été choisis aussi pour les extraits. On pourra en rediscuter aussi pendant la période de questions. Mais il y a d'autres éléments qui entrent visiblement en ligne de compte, dont l'âge. On voit par exemple que pour les locutrices gaspésiennes, les plus jeunes sont très peu reconnues, alors que les locutrices plus âgées sont assez bien reconnues comme étant originaires de la Gaspésie. Bon. Ça peut être un indice qu'il y a des éléments typiques de l'accent gaspésien qui sont en recul dans la jeune génération. Alors qu'à l'inverse, quand on prend les résultats pour Québec, on voit que les locutrices âgées sont moins bien identifiées comme étant de Québec, mais les deux jeunes filles le sont dans des proportions plus élevées. Donc, ça veut dire qu'il y a des traits qui disparaissent, comme en Gaspésie, mais ça montre aussi que dans d'autres régions, il y a d'autres traits qui apparaissent et qui peuvent contribuer à davantage caractériser l'accent de cette ville. Voilà. Et donc, vous voyez très clairement les disparités qu'il peut y avoir. Là, tout à l'heure, je vous ferai entendre peut-être pendant la période de pause les extraits. On voit par exemple que pour les 2 jeunes montréalaises, il y en a une qui est reconnue comme montréalaise dans presque 40% des cas, et l'autre, on ne l'aperçoit pas du tout comme étant une montréalaise. Voilà. Dans le cas du Saguenay, il n'y a pas de différence entre les générations, donc ça semble relativement stable pour cet accent-là. 4e constat, quand on applique au résultat la méthode qu'on appelle en anglais le scaling et qu'on appelle en français la classification ascendante hiérarchique, en fait, ça permet de faire ressortir les extraits qui donnent lieu au même choix de réponse, donc qui font l'objet d'une perception similaire, si on veut. Et quand on regarde les résultats ici sur le dendrogramme, on voit qu'il y a 3 groupes d'accents, ou 3 groupes d'extraits, qui ressortent. Un premier groupe d'extraits pour lesquels, ou que les gens associent essentiellement à Québec, à l'Estrie ou à Montréal. Un deuxième groupe d'extraits qui sont associés surtout à la Beauce, à la Gaspésie et au Saguenay. Et un troisième groupe d'extraits pour lesquels, disons, la perception est un peu plus diffuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'étiquettes qui ressortent clairement. Alors, quand on regarde les différentes régions qui sont choisies, on peut voir ici une frontière entre le Québec plus urbain par rapport au Québec plus rural, ou le Québec des régions, disons. Donc, la frontière entre l'Est et l'Ouest, dont je parlais tout à l'heure, ne semble pas du tout jouer ici. Par contre, la frontière entre les villes et les régions semble jouer davantage. Et quand on regarde les combinaisons, tout à l'heure, je vous disais que les gens pouvaient cocher plus qu'une réponse. Quand on regarde les combinaisons qui reviennent très fréquemment, on voit que souvent, c'est exactement ces choix qui sont faits. Donc, Québec, Montréal, Estrie et Beauce, Saguenay, Gaspésie. Et le dernier constat, je fais le lien maintenant avec le degré de marquage. Je vous rappelle 2 autres questions qui étaient posées. Selon vous, cette femme a-t-elle un accent marqué? Dans quelle mesure estimez-vous correcte sa façon de parler? Alors, sans surprise, plus un accent est jugé marqué, moins il est jugé correct. Mais il y a aussi une corrélation avec les réponses en termes de région, dans la mesure où les accents jugés peu marqués sont généralement associés à Québec, à Montréal ou à l'Estrie. Et à l'inverse, les accents jugés marqués sont associés essentiellement à la Beauce, à la Gaspésie ou au Saguenay. Et donc, je vous donne ici, encore une fois, on pourra les écouter pendant la période de questions, 2 locutrices. La première qui obtient le score le plus bas pour le degré de correction, donc on juge que son accent est peu correct. Elle est perçue comme beauceronne de Saguenay
ou gaspésienne, essentiellement, et alors qu'elle ne l'est pas du tout, elle vient de l'Outaouais. Et la montréalaise, une des deux montréalaises de 65 ans et plus, qui obtient le score le plus élevé pour le caractère correct de son accent, elle est perçue essentiellement comme étant de l'Estrie de Québec ou de Montréal. Et là, il y a une particularité intéressante, une distinction assez intéressante entre les résultats en Estrie et en Beauce, c'est que tous les accents jugés peu marqués et donc mieux évalués sont associés surtout à Québec par les Beaucerons, mais sont plutôt associés à Montréal ou à l'Estrie ou à l'occasion à Québec par les gens des cantons de l'Est. Donc la norme semble dans ce cas-ci aussi géographiquement située. Voilà. Alors je conclus rapidement. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il y a une hétérogénéité linguistique sur le plan géographique dans le français québécois qui ne passe pas inaperçu auprès des auditeurs. Donc, l'espace géographique est visiblement investi de valeurs sociales. Il existe des frontières perceptuelles et on peut repérer des macro-catégories, si on veut, qui font ressortir ici une différence entre un accent rural, bon, c'est moi qui ai choisi l'étiquette ici, là, versus un accent urbain normé, même s'il y a des régions qui ont un statut un peu plus incertain dans la perception. Cette perception est orientée par des représentations. Je vous ai parlé de l'attraction du prototype, mais on a vu aussi que le marquage perçu joue un rôle. Donc, visiblement, la perception se fait d'abord dans des catégories très peu, qui opposent, un peu binaires, si on veut, c'est marqué, c'est non marqué, et ensuite, ça peut se raffiner selon les cas. Et la norme, donc, dans ce cas-ci, les accents perçus comme étant corrects, semblent géographiquement situés, puisque pour les participants en Estrie, c'est surtout l'Estrie, Montréal et parfois Québec qui sont associés aux accents jugés corrects, alors que les Beaucerons choisissent plutôt l'accent de Québec. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Wen. Donc, j'ouvre la période de questions. Je vais vous amener le microphone. Et je vous invite aussi à vous identifier pour les locuteurs, les auditeurs en ligne. Donc, les questions. Voulez-vous que je revienne sur les extraits, que je vous les fasse entendre un peu? Oui. Je vais commencer par ces deux extraits-là. Si je trouve ma flèche. Ah oui, je l'avais ici, c'est pour ça. Donc, une locutrice de l'Outaouais dont l'accent est jugé très marqué et très peu correct. On écoute, moi, l'hiver, beaucoup comme tu. Moi, je ne suis pas une fille pour regarder des films, je trouve ça trop long. Si je sais trop long, rester assis là pour. Mais tu sais, des petits téléromans, là, ça, je vais regarder ça. J'aime beaucoup des émissions de variété, des choses de même. Mais quand il commence à faire beau, comme c'était ici. Et complètement à l'opposé du spectre, si on veut, en termes de marquage, une locutrice de Montréal. Bien, je pense que s'il y a un côté émotif à tout ça, c'est pas mauvais que ce soit aussi politisé puis que les gens le prennent à cœur et tout. Moi, je pense que, personnellement, c'est ça. Je me distancie de ça parce que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Même, je vais plus loin que ça. Voilà. Oui. Oui. Vas-y. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, c'est Laura Moneta et je suis orthophoniste. Et en réalité, je me demandais au niveau des études, je trouve ça très intéressant, merci. Et je me demandais jusqu'à quel point il y a eu un contrôle en ce qu'ils produisaient lors des extraits. Est-ce que c'était du discours spontané? Est-ce que c'était une entrevue dirigée? Est-ce qu'ils parlaient des mêmes sujets? Jusqu'à quel point il y avait un contrôle du lexique utilisé? Ou est-ce qu'on basait surtout au niveau de la prosodie ou est-ce qu'on contrôlait un peu les types de mots? Parce que le type de mots va beaucoup nous guider vers une région ou une autre. Donc, j'aimerais savoir un peu quel a été le contrôle qui fut donné à ces deux facteurs. Excellent, parce que tous les problèmes commencent là, finalement. Dans tous les cas, ce sont des extraits d'entrevues semi-dirigées. Il y a une série d'entrevues qui viennent du projet PFC Québec, dont je parlais tout à l'heure,
Il y a un certain nombre d'extraits qui viennent d'un corpus d'entrevues que j'avais réalisé moi-même à Montréal. Et les gens parlent de sujets assez variés. Donc, les thématiques qui sont abordées ne sont pas nécessairement les mêmes. Le choix des participants a été fait au hasard. Dans le cas pour la plupart des régions, on avait peut-être 6-7 personnes qu'on aurait pu choisir. On a choisi sur papier la personne qu'on allait prendre et on a essayé de trouver un extrait de 20 secondes qui n'avait pas d'indice. Bon. Après, pour ce qui est des indices lexicaux, juste pour terminer là-dessus, c'est sûr qu'on a évité les choses les plus évidentes. Après, quand les gens se retrouvent dans une situation de l'expérience, là, comme ça, ils vont chercher des indices partout. Donc, les thématiques ont, à mon avis, orienté. Et ça serait intéressant de regarder ça de plus près, en fait. C'est exactement la suite de ma question. C'était si vous avez réfléchi au fait de regarder un peu jusqu'à quel point il y a un lien entre la thématique choisie lors de l'interview semi-dirigée et la région à laquelle il est associé. Parce que la pertinence sociale va venir jouer aussi à ce qu'ils ont dit. Je Absolument. faire une toute petite question. Moi, j'ai toujours beaucoup de questions, je m'excuse. Une autre petite question. Je me demandais aussi si, suite à demander aux participants de quelle région ils venaient, on leur demandait pourquoi. Pourquoi ils avaient choisi cette région-là? C'est quoi qui avait attiré leur attention pour choisir cette région? Oui, il y avait cette possibilité-là. Suivi. J'en ai pas parlé, en fait, parce que déjà que j'ai eu de la difficulté à tout mettre en 45 minutes. C'est après. Mais il y avait effectivement une petite case dans le questionnaire. S'il y a des éléments qui ont influencé vos réponses, vous pouvez les noter ici. Mais ça n'a pas donné des choses si intéressantes que ça, en fait. Oui, c'est très dommage. Mais je pense que c'est le test était quand même assez long. 24 extraits, ça peut paraître assez vite, là, mais ça prenait quasiment 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, il y a un effet de lassitude aussi à la fin. Et comme tout se passe quand même assez rapidement, je pense que les gens n'avaient pas nécessairement le temps de vraiment... Mais ça, avec des entrevues un peu plus en profondeur, ça pourrait être plus intéressant. Ouais. Une dernière, promis, une dernière, mais c'est simplement que moi, je me positionne c'est sûr que moi, je ne pourrais jamais faire votre étude parce qu'en tant qu'immigrante, je n'ai pas une connaissance des accents des différentes régions du Québec et je demande jusqu'à quel point une personne qui vient de l'Estrie, elle a vraiment un imaginaire de l'accent de l'Outaouais. C'est jusqu'à quel point, parce que je trouve ça quand même assez logique que les gens de l'Estrie aient tendance à choisir que c'est de l'Estrie ou de Montréal, par les éléments que tu as mentionnés, bien sûr, mais aussi par la connaissance tout court. J'ai un cousin qui est de Montréal, l'autre cousin qui vient, je ne sais pas. Mais voilà. Je suis d'accord et en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Dans le test réalisé en Estrie, la meilleure personne, on a aussi regardé en fonction de l'âge des participants, en fonction de leur sexe, s'il y avait des choses intéressantes à noter. Et il y a quand même, ça influence aussi les résultats. Et la personne qui a obtenu le meilleur score d'une certaine façon dans le test réalisé à Sherbrooke, c'était un jeune étudiant qui n'avait jamais quitté la région de l'Estrie. Donc, finalement, l'exposition aux accents, ça se fait à travers d'autres... ça peut être les médias, il peut y avoir d'autres façons, finalement, de découvrir d'autres accents. Donc, c'est sûr qu'il y a des régions pour lesquelles les gens n'ont pas nécessairement une image très précise. Là, on le voit très clairement avec l'Outaouais, là, ça, c'est certain. Mais par ailleurs, il y a des régions, des fois, c'est surprenant. On a quand même cette connaissance-là. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons une question en ligne, donc je passe le micro. Donc, il y a Angélique Bernard qui nous dit, premièrement, bon, merci Wim, bonne présentation. Elle enchaîne avec sa question. Donc, que pensez-vous de la production d'un chandail avec le slogan « J'aime pas ton accent » qui a été vendu par le détaillant québécois Ardennes l'hiver dernier? Ça me rappelle quelque chose. Et elle précise en fait que les jeunes francophones hors du Québec parlent beaucoup du concept d'insécurité linguistique parce qu'ils sont jugés sur la qualité de leur français ou sur leur accent. C'est signé Angélique Bernard, francophone du Yukon. Intéressant. Bonjour. C'est sûr que en fait, je pense que le chandail, ça va tout à fait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a ce type de commentaires-là sont encore assez fréquents, finalement, dans nos sociétés. Et ça passe inaperçu d'une certaine façon, alors qu'il y a quand même beaucoup de violence symbolique qui est associée à
à ce genre de prise de position. Dans le cas d'Ardenne, là, il me semble que c'était vraiment lié avec un événement particulier. Je ne sais pas si vous pouvez lui poser la question, mais il me semble que le chandail, il y avait un événement particulier à l'origine là, de ça, mais je ne m'en souviens pas. Et c'est certain que ce genre de commentaires contribuent ou peuvent contribuer à alimenter l'insécurité linguistique des gens qui se perçoivent eux-mêmes comme étant, comme ayant un accent. Hein? Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? Oui, un instant. Bonjour, merci pour cette communication. On s'entend? Oui. Merci pour cette communication. Jan Lazare, Université d'Ostrava, République tchèque. Je me pose la question parce que, premièrement, je me pose la question, qu'est-ce que c'est standard dans le contexte québécois? Parce que nous étudions le français comme une langue étrangère et pour nous, standard, c'est le Paris. Et très souvent, on parle de l'accent québécois, on le présente comme l'accent le plus marqué. Donc, c'est ma première question. Qu'est-ce que c'est standard dans le contexte canadien? Où est la norme? Vous ouvrez un débat qui dépasse largement. Moi, je répondrais tout simplement que le standard, en général, on l'associe. Il y a des modèles linguistiques différents dans toutes les sociétés. Et les modèles linguistiques varient d'une communauté francophone à l'autre, bien sûr. Et ce qui est... Il faut distinguer la norme, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais si je vais m'en tenir à mes données, parce que c'est là qu'on peut faire des constats qui se basent pas seulement sur des intuitions, mais sur des choses un peu plus solides. Si on reprend les résultats, bon, j'avance tranquillement, les résultats qui avaient cette connotation normative, les résultats à la question qui avait une connotation normative, on voit bien que quand on perçoit l'accent comme étant non marqué, il y a ces 3 choix de réponse qui reviennent le plus souvent. Donc, de toute évidence, ça oriente à ce moment-ci, à ce moment-là, les représentations que les participants se font de c'est quoi le français standard québécois. Et ils l'associent à Montréal et à Québec, essentiellement. En fait, ça me fait penser à un concept que je crois que c'est Marie-Hélène Côté qui parle de ça dans une de ses publications, qui parle du français québécois urbain cultivé. C'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire avec les résultats ici. Évolution, disons, dans cette norme qu'on observe, disons, en français métropolitain, brun, on voit qu'en réalité, même... Tout ça bouge constamment. Un exemple pour un Européen qui est perdu dans le français québécois? Personnellement, m'intéresse beaucoup et j'ai travaillé un peu dessus déjà. Bon, désolé. Ça m'apprendra de jouer dans mes PowerPoints et de faire des animations. J'ai parlé tout à l'heure de la diffusion de la variante postérieure. Donc, en français québécois, cette nasale est très souvent réalisée de la façon suivante. Souvent. Et il y a plusieurs études qui montrent que cette prononciation-là, on peut la trouver en contexte soigné, on peut la trouver, par exemple, dans des bulletins télévisuels. Moi, je me suis déjà intéressé à cette variante de prononciation parce que, à Montréal, la variante postérieure, donc la réalisation en, on l'entend très couramment et c'est visiblement quelque chose qui est en train de changer. Moi, dans l'étude que je cite ici, j'ai comparé des données recueillis auprès de locuteurs à Sherbrooke et de locuteurs à Montréal. Et là, on voit bien que cette variante-là, elle est beaucoup plus utilisée à Montréal qu'à Sherbrooke. Donc, potentiellement, cette variante-là, ou cette prononciation-là, elle évolue et si je vous en reparle dans 25 ans, il est fort à parier que cette variante-là va avoir gagné du terrain. Bonjour, je suis Joanie. Et en fait, j'ai une première courte question. Je ne sais pas si ça a déjà été dit. Est-ce que toutes les personnes interrogées à Sherbrooke et en Beauce étaient des locuteurs natifs du français au Québec? OK. OK. Mais la réponse est oui. Parfait. Parce que moi, ben là, on a eu des questions de 2 personnes qui ne sont pas locuteurs natifs du français au Québec. Et là, je me suis dit... En fait, je me suis posé la question si ça vous intéressait de peut-être aller pousser, voir la perception
des immigrants ou des locuteurs natifs du français, mais d'ailleurs, leur perception par rapport aux divers accents, si justement, eux, ils voient les mêmes marques que nous et s'ils remarquent vraiment des différences de la même manière qu'on le fait. Là. Ça peut être très intéressant, Ça peut être effectivement. très intéressant. Oui, oui, Ouais. absolument, absolument. C'était finalement un commentaire. Moi, j'ajouterais que tu cherches toujours un projet. Ça pourrait être un projet pour toi. Donc, il y a une autre question ici. Une dernière réaction. Je crois qu'il y a Hélène Blondeau qui vient aussi dans le séminaire. Elle a déjà travaillé sur la perception, mais c'était la perception de la prononciation chez des immigrants installés au Québec. Je ne sais pas si c'est de ça qu'elle va vous parler, mais peut-être que oui, donc ça risque de vous intéresser à ce moment-là. Mais c'est un beau sujet. Oui, donc moi, c'est Sarah-Ève. J'aurais une question plus du côté des locuteurs qui ont été utilisés. Entre autres, je viens de la Gaspésie, donc je sais que là-bas, ça change beaucoup d'un village à l'autre, les accents. Donc, est-ce que ça a été un peu contrôlé des gens qui venaient un peu de partout? Ou c'était vraiment des gens qui venaient d'une place contrôlée, admettons Gaspé, ou je voyais Grande-Rivière tantôt? Toutes les locutrices venaient de la même localité ou du même village ou de la même ville. Dans le cas de la Gaspésie, c'était Grande-Rivière. Oui. Donc, Baie-des-Chaleurs. Ça aurait pu changer beaucoup. Gaspésie, parce que le nord et le sud, là, c'est différent. Si vous voulez, je pourrais, parce que j'avais des extraits de 2 locutrices gaspésiennes. Pour vous faire plaisir, on pourrait peut-être les entendre si on a le temps. C'est le 3e. Oui, ici. Donc, Gaspésie, la locutrice de 60 ans et plus. Mon Dieu, moi, j'ai pas grand souvenir, même qu'elle a parlé, j'ai appris des choses. Moi, ce que je me rappelle, je la suivais partout, parce qu'elle était plus vieille que moi, des fois. Elle m'envoyait, elle se retournait, elle m'envoyait là. Puis, je me rappelle, je tombais à la pelouse, puis là, j'allais voir père au magasin, puis il me donnait une liqueur. Surtout vers la fin, on reconnaît certains traits. Et la plus jeune... Parce que moi, je veux me créer genre un centre, parce qu'il y a beaucoup de chiens errants, genre, j'avais un chien, ben t'as vu mon chien tantôt, le Whisper? Ben ça, c'est mon berger allemand, tu sais. Puis, il y avait un berger allemand errant qui se promenait, puis je l'aimais beaucoup, je voulais l'avoir, mais je ne pouvais pas l'avoir parce qu'il était vraiment avec quelqu'un. Voilà. Et donc, la plus jeune est identifiée majoritairement comme montréalaise.